On va faire une heure pour parler, c'est Marie qui va parler une heure, donc c'est court. Donc en tant que directeur général de l'IS, c'est juste présenter Marie rapidement. Marie, nous l'avons fait sa connaissance en 2011, lorsque sur une des questions que se posait la province Nord à l'époque, sur la réglementation en matière de gestion du feu, plein de questions se sont posées et très vite la nécessité s'est imposée de conduire une thèse et Marie donc s'est présentée à ce moment-là. Donc nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir Marie au sein de l'IAC de 2011 à 2014, voire 2015. 4 années ici de terrain acharné. Et Marie ensuite est partie terminer l'analyse de ces données en métropole pendant encore 3 années supplémentaires. Donc une thèse en 6 ans, voire 7 ans. Alors ça peut paraître long, mais en sciences humaines et sociales, c'est finalement c'est faisable. C'est pas exceptionnel. Mais ça montre aussi toute l'ampleur et l'importance d'un tel sujet. Alors un sujet que j'ai envie de qualifier, alors sans faire de jeu de mots, mais bon, c'est facile, de brûlant. Parce que vous connaissez tous les chiffres lors des bilans annuels. En Calédonie, des milliers, voire des dizaines de milliers d'hectares sont brûlés chaque année, des centaines de départs de feu. On pourrait en donner d'autres comme ça, mais bon, les feux ici ont une importance vraiment considérable et impactent les milieux naturels, malheureusement, de manière très sévère. Brûlant aussi parce que bon, il fallait oser s'attaquer à un tel sujet, hein, c'est pas simple. Sauf erreur, il y avait très peu de travaux précédemment de réaliser dans le domaine. Donc Marie, là aussi sans jeu de mots, a dû défricher, brousser, beaucoup de choses. Donc un travail acharné. Et puis justement, le rôle du chercheur, c'est de s'intéresser à des questions comme ça et de lancer des réflexions et le débat en se posant notamment, bon ici tout le monde a tendance à considérer, en tout cas tout le monde, la majorité de la population je pense, considère que le feu est un fléau, mais on peut se demander aussi sous un angle différent, est-ce que parfois c'est une nécessité, sans être provocant, est-ce que la réglementation locale est adaptée? Quand on regarde nos voisins australiens par exemple, ça fait des années ou des dizaines d'années qu'ils ont pris en compte les savoirs autochtones pour accompagner et prendre le feu comme dans toute sa dimension pour mieux gérer les espaces naturels. Est-ce qu'ici, on ne pourrait pas s'inspirer de ces expériences? Bon, Marie va nous dévoiler tout ça. Enfin, brûlant, pour terminer aussi, sujet brûlant, parce que ça passionne beaucoup de gens en Nouvelle-Calédonie, je crois. Même si vous n'êtes pas très nombreux dans la salle, il y aurait pu y avoir encore beaucoup plus de monde, hein, beaucoup de place de libre. Mais je vois beaucoup de gens que je connais qui sont des gens qui connaissent très bien le sujet, et donc peut-être par la qualité, on va compenser la quantité. J'en suis sûr, ça lancera un débat derrière sûrement très intéressant. Alors un débat passionné, passionnant. Bon, Marie va nous expliquer tout ça pendant 1 heure. Je demanderai juste après que s'il y a des questions un peu difficiles qui peuvent choquer, mais de le faire dans la sérénité, dans le calme. On n'est pas là pour s'étriper. Justement, le rôle du chercheur, c'est de lancer le débat. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots, et je passe la parole à Marie. Merci Laurent, merci Estelle et Amandine également. Du coup, je vais vous présenter un peu ce travail que j'ai fait pendant donc 7 ans à peu près. Donc du coup, je ne vais pas revenir sur le montage financier de la thèse, etc. Vous avez bien compris que j'étais mandatée par la province Nord pour faire ce travail et que j'ai été accueillie à l'IAC. Je vais vous dire quand même quelques mots sur l'origine de ce travail et le contexte de la province Nord. Donc c'est un travail pour lequel j'ai été recrutée, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un appel à un recrutement qui a été lancé. Donc c'est pas moi qui ai monté ce sujet de thèse, c'était vraiment une demande de la province Nord qui est partie d'un constat des agents techniques principalement, qui se disaient voilà, ça fait à peu près 30 ans qu'on fait de la communication autour de ce sujet qui est complexe et passionné dans le débat calédonien. Et 30 ans de communication avec une idée assez phare et assez simple, c'était que le feu, c'est mal et que c'est une mauvaise chose pour le territoire de la Calédonie.
Mais les agents techniques étaient face à une contradiction, c'est que malgré ces 30 ans de communication autour de cette idée, la province Nord est régulièrement championne en termes d'incendie. C'est le territoire qui connaît le plus d'occurrences de feu. C'est aussi le territoire qui connaît le plus d'hectares brûlés, donc c'était vraiment un problème important. Et le constat que ces départs de feu, quelque part, ils étaient tous plus ou moins volontaires. Donc il y avait un questionnement vraiment de la province. Donc voilà, un petit schéma préparé par mon collègue Jean-Jérôme. Le constat des agents techniques, c'était que finalement toutes ces actions, peut-être qu'elles étaient inefficaces, parce que 30 ans de communication pour essayer d'inciter la population à arrêter de brûler, mais beaucoup de départs de feu, c'est que quelque part la province s'était trompée. Et du coup, ils se sont demandé finalement comment on en est arrivé à ce discours officiel sur le feu qui consiste à vouloir absolument sensibiliser pour qu'il n'y ait plus de départ de feu. Et surtout, derrière le feu, est-ce qu'il n'y aurait pas des feux? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'on a mal compris, des usages qu'on ne connaît pas, etc. Donc c'est la province qui a monté ce sujet de thèse et ils voulaient faire appel aux sciences sociales pour précisément comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc ils ont fait un montage financier et puis ils ont fait appel à un certain nombre de partenaires, donc l'IAC, l'IRD, un financement d'un dispositif de l'Agence nationale de la recherche et ils m'ont recruté. L'objectif de ce travail, il était double. C'est que d'une part, il fallait comprendre l'articulation entre les pratiques du feu contemporaines, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en termes d'usage, et en particulier en milieu kanak, puisque c'est une part importante de la population en province Nord, et comment ces pratiques s'articulent avec la gestion des incendies et des feux de brousse, et les enjeux de conservation de l'environnement en province Nord. Donc ça, c'était la partie vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Et le deuxième objectif, il était opérationnel, c'est-à-dire que la province Nord voulait, à l'issue de travail, avoir quelque chose qui puisse l'aider à formuler une politique environnementale qui soit plus adaptée, finalement, à ce que la thèse pouvait décrire. En termes de méthode, j'ai fait une enquête qu'on appelle qualitative, c'est-à-dire que je me suis concentrée sur des entretiens, parfois assez longs, des observations de terrain. J'ai d'abord enquêté dans 3 tribus qui avaient été choisies en concertation avec la province. 3 tribus qui étaient réputées pour brûler beaucoup. Il y avait la tribu de Guapin qui est située sur la commune de Poya au pied d'un massif qui est classé réserve naturelle par la province. C'est la tribu de Guapin. Une tribu qui est située sur la Konetiwaka entre Koné et Poindimié, la tribu de Bopop, qui est également située à côté d'un site important pour la province, c'est le plateau de Tango, qui a fait l'objet d'un reboisement dans les années 70 en pinus et qui brûle régulièrement alors que la province est gestionnaire et qu'il y a un exploitant forestier. Et enfin, il y avait la tribu... voilà, il y a un petit problème de micro, mais... et la tribu de Tiwae, qui elle est située sur la commune de Touo, sur la côte est, à proximité d'un autre massif important qui ne fait pas l'objet d'un périmètre de gestion, mais qui est en discussion, en tout cas, c'est le massif des Lèvres, donc qui concentre aussi beaucoup d'enjeux importants pour la protection de l'environnement. Donc j'ai enquêté dans ces 3 tribus, j'ai fait beaucoup d'entretiens, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'en ai retenu une 60aine, qui était plus approfondie pour essayer vraiment de comprendre les usages, les enjeux, les représentations. Et j'ai complété ce travail de terrain en milieu kanak avec un travail ethnographique, donc là aussi qui consistait à faire des observations, des entretiens, avec tous les acteurs institutionnels qui se mobilisent sur cette question des feux de brousse, et notamment sur les 3 sites, mais pas seulement. Donc j'ai inclus les agents techniques de la province, les pompiers des communes, pas tous les pompiers, mais en tout cas quelques pompiers. J'ai été aussi, comme j'étais en fait pendant cette thèse chargée de mission feu de la province, j'ai aussi mis à profit toutes les réunions où j'ai pu être invitée, etc., pour observer, recueillir ce qui se disait, la manière dont la question des feux de brousse était pensée par les agents techniques, par les partenaires institutionnels, les associations, par les scientifiques, et la sécurité civile et les pompiers.
Et toute cette enquête ethnographique, c'est ce qui m'a pris 4 ans, les 4 ans où j'étais en contrat avec la province et à l'IAC. Et à la fin de mon terrain, j'ai éprouvé le besoin de faire un détour historique pour ancrer tout ce que j'avais vu dans une profondeur un peu plus longue, parce qu'il y avait des choses que moi-même je ne comprenais pas bien, que dans les entretiens, il y avait beaucoup d'éléments qui renvoyaient à des choses qui étaient passées, mais que j'avais besoin un peu de formaliser. Donc j'ai fait un travail socio-historique sur les forêts et la gestion des forêts en Nouvelle-Calédonie depuis la période coloniale. Donc dans ma thèse, rapidement, elle est composée de 4 grandes parties. L'une sur la construction du gouvernement colonial de la nature calédonienne, c'est-à-dire comment était géré l'environnement pendant la période coloniale. Une partie d'analyse sur la politique de la province Nord depuis la création de la province, qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui a été hérité de la période coloniale, qu'est-ce qui est fait depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Une partie sur les dynamiques des représentations et pratiques du feu, qui combine à la fois les résultats du travail de terrain en milieu kanak, mais aussi tous les dispositifs de gestion des feux et la manière dont elle est pensée, dont ce sujet est pensé du côté des scientifiques. Et enfin, j'ai fait 3 études de cas sur les 3 terrains pour voir comment toutes ces choses s'imbriquent, c'est-à-dire pour comprendre comment les gens utilisent le feu, comment ils le cachent, comment les actions qui sont mises en place essayent de gérer ça, et voilà. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être une synthèse de tous ces éléments en 3 grands points. J'ai choisi de vous présenter un peu quels étaient les feux qui existaient depuis la période coloniale, comment le feu finalement est devenu un problème, parce que un des points phares de ma thèse, c'est que c'est un sujet qui est devenu un problème très récemment. Pendant la période coloniale, ce n'était pas du tout un problème. Et quels sont les messages qui ont été développés et les campagnes de sensibilisation qui ont été mises en place, et enfin, quelles sont les pratiques contemporaines du feu en milieu kanak. Alors, première chose qui ressort de l'analyse un peu socio-historique que j'ai faite, c'est qu'à pendant la période coloniale, donc depuis 1853 et même un tout petit peu avant, jusqu'à ce que le territoire se devienne un territoire, jusqu'en 1946, il y avait beaucoup de feux. La Calédonie brûlait beaucoup. C'est un travail qui ressort. Alors, c'est un travail qualitatif, donc il n'y a pas de données précises sur le nombre de feux, sur les surfaces brûlées, sur le fait que ça brûlait. Voilà, il n'y a pas de données un peu plus quantitatives comme généralement on s'attend qu'on aimerait trouver. Par contre, il y a plein de signes dans les récits historiques, dans les réglementations qui montrent que ça brûlait. J'ai essayé de faire un peu des catégories de ces feux. Donc il y avait, pour commencer, l'agriculture sur brûlis en milieu kanak, qui en fait est un système agricole, ou plutôt même horticole en l'occurrence à l'époque, qui est répandu dans l'ensemble de la région Indo-Pacifique. Et cette agriculture sur brûlis, elle a énormément changé dès la colonisation. Il y a eu des feux de défriche qui ont accompagné en particulier le front pastoral. Il y a eu des feux pour mettre à jour des gisements miniers qui a accompagné le front pionnier minier, donc la découverte des minerais et leur exploitation. Et il y avait surtout un feu punitif qui était très largement utilisé comme instrument de lutte et de domination de la population kanak, mais dans le processus de l'extension des espaces colonisés et des spoliations de terre. Donc je vais un peu vous détailler ces quelques feux-là et le contexte dans lequel ils étaient utilisés en fait. Donc je vais passer assez rapidement, mais pour vous donner quelques idées de comment ça se passait à l'époque. La colonisation en Nouvelle-Calédonie, elle est caractérisée par une colonisation de population qui a connu différentes vagues et différents fronts. Il y a eu un front pionnier pénal, c'est avec le développement du bagne, donc de 1864 à 1897, où il y a eu plus de 20 000 transportés, qui était une main-d'œuvre facile pour la mine et les infrastructures, et une population de libérés, donc les bagnards, quand ils étaient libérés,
ils étaient soumis à une injonction, c'est qu'ils étaient obligés de mettre en valeur les terrains que l'administration leur avait octroyés. Et il y a eu un front pionnier libre, c'est-à-dire ça, c'est l'ensemble des colons qui se sont installés librement après l'annexion, voire un peu avant même, pour certains, et qui s'est déployé sur le territoire en pratiquant l'élevage, d'une première part, ce qui a permis de dégager de grands espaces fonciers, et une colonisation organisée autour des petits colons fayés notamment, qui pratiquaient l'agriculture et l'élevage également. Dans ce contexte-là de colonisation de population, le feu était un outil assez répandu et surtout un outil très facile, notamment pour défricher les parcelles et pour mettre en valeur les terres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces populations, notamment les libérés et les colons libres, les petits colons qui venaient s'installer, ce n'étaient pas forcément des gens qui avaient beaucoup de connaissances en agriculture. Et ils étaient soumis à une injonction très forte de la part de l'administration, c'est-à-dire que s'ils ne mettaient pas en valeur, qu'ils ne développaient pas des activités agricoles, ils n'avaient plus de terre. Donc là, le feu était un outil un peu facile, tout simplement, pour aller vite, pour défricher. Dans ce contexte, c'était aussi un outil qui était utilisé pour construire les infrastructures, notamment les routes. Donc là, c'était aussi les bagnards qui étaient obligés de travailler pour l'administration pénale. Donc un premier usage assez répandu, dont on ne mesure pas très bien l'impact en fait, mais qui est avéré par un certain nombre de descriptions de personnes qui ont vécu cette période-là. Le feu a été utilisé beaucoup, en particulier pour le développement du front pionnier pastoral, c'est-à-dire pour permettre l'installation du bétail. Pour vous donner quelques dates, dès 1862, on a importé du bétail d'Australie. On a rapidement augmenté les superficies dédiées à l'élevage. L'administration a facilité cette activité en octroyant des permis temporaires d'exploitation, et ce qui a permis d'étendre les périmètres dédiés à l'élevage, notamment dans le nord et sur toute la côte ouest. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en 1881, il y avait à peu près 95 éleveurs qui se partageaient 196 000 hectares de terre et qui avaient plus de 104 000 bêtes. Et dans ce contexte, le feu était un outil facile pour défricher, pour enlever les herbes qu'on ne voulait pas, parfois pour renouveler les herbes pour que le bétail ait quelque chose à manger. Il y avait des herbes en particulier qui étaient indésirables pour l'élevage, c'était la paille, les niaoulis aussi étaient quelque chose qui était un peu négligé, voire qui posait problème pour le déploiement de cette activité. Et quelque chose d'assez étonnant, c'est que même dans les discours des naturalistes de l'époque qui parcouraient la Grande Terre pour décrire la végétation, au détour de leur récit, ils racontent que, en fait, oui, le feu était utilisé, même recommandé, pour éliminer certaines espèces et pour faciliter la mise en valeur des terres. Donc ça, c'était les feux qui étaient liés à l'agriculture et l'élevage. Le feu était aussi beaucoup utilisé pour la mine. Donc la mine a aussi commencé quelques années après l'annexion. Donc on a découvert l'or en 1863 dans des régions comme Pueblo et Huegoa. En 1873, on a découvert la garnierite qui a donné une trajectoire particulière à la Calédonie, comme on le sait. Et la mine s'est développée de manière un petit peu artisanale et anarchique en fonction des différents gisements qui étaient trouvés sur l'ensemble du territoire. Et il s'est déployé jusqu'en 1931, où là se sont stabilisés des grands bassins miniers avec une exploitation un petit peu plus technique, enfin en tout cas un peu plus systématique. Mais le feu dans ce contexte, en fait, il était utilisé très probablement de manière un peu anarchique, comme un moyen là encore assez facile pour défricher, mais surtout pour mettre à jour des gisements. Et il faut savoir que cette activité minière-là, elle était d'abord artisanale avec peu de moyens, donc ce qui explique l'emploi du feu pour aller plus vite. Et ces activités-là ont probablement suscité de grands incendies, notamment dans le sud. Et ce qui a donné, en fait, je vous donne un peu ces éléments-là
pour vous montrer que c'était quelque chose de vraiment répandu, qui a probablement impacté beaucoup les espaces naturels de la Calédonie et qui font qu'elle est devenue aujourd'hui peut-être plus vulnérable à l'incendie. Et donc voilà. Il y a une autre pratique de cette période-là qui a accompagné le processus de colonisation, c'était les répressions militaires. Et là, j'ai trouvé aussi des éléments, des textes qui sont quand même assez clairs sur le fait que c'était un outil qui était systématiquement utilisé lorsque l'administration coloniale allait envoyer des militaires pour réprimer un certain nombre de révoltes kanak qui ont émergé sur l'ensemble du territoire au fur et à mesure que progressait le front pionnier de la colonisation. Donc, là, je vous ai mis quelques dates, mais c'est vraiment juste pour vous donner des indications géographiques. Mais au milieu du 19e siècle, c'était les régions de Kanala, Wailou, où il y a eu des raids qu'on appelait des razzias, en fait, contre les populations kanak révoltées. 1862-1868, c'est l'ensemble du centre-nord, de Amoa, Tiwaka jusqu'à la Haute-Conée, en passant par Puebo, Bouraï, qui a été secoué par de nombreuses révoltes. Et là aussi, les militaires allaient systématiquement brûler les villages, les champs. Il y a eu la grande révolte kanak, bien sûr, qu'on connaît. Et puis, ça a duré jusqu'à 1917. La dernière grande révolte qui a eu lieu dans la région de Koné, dans l'arrière-pays de Koné et dans le centre de la Grande Terre. Là, ces éléments-là, c'est en lisant un peu les mémoires des militaires que j'ai découvert ça et qui expliquent parfois de manière vraiment très, très étonnante l'ampleur des incendies que certains trouvaient même assez beaux. C'est un peu étrange, mais donc voilà, pour dire aussi que ces incendies de brousse, ils étaient répandus et ils accompagnaient une domination politique, mais qui était donc liée à la colonisation. Donc ça, c'était ce contexte. Et pendant toute cette période où les feux étaient finalement assez répandus sur l'ensemble du territoire, il y a un paradoxe, c'est que malgré les alertes de certains observateurs, notamment des inspecteurs des eaux et forêts dans les années 1880, qui disaient il faut réglementer un peu pour les colons, en fait, les Kanaks ont, eux, été interdits d'utiliser le feu à partir de 1887 via l'application du régime de l'indigénat. La 6e interdiction de ce régime, on ne voit pas très bien sur l'extrait que j'ai mis à droite, mais ça c'est les interdictions qui étaient faites aux Kanaks par le régime de l'indigénat. La 6e, c'est le débroussage au moyen du feu. Donc dans ce contexte, les Kanaks n'avaient pas le droit d'utiliser le feu, mais en plus ils n'avaient pas le droit de circuler en dehors de réserve, et avec la colonisation et la mise en réserve, c'est-à-dire le fait qu'on a confisqué les terrains de la population kanak, qu'on les a retranchés dans des réserves définies par l'administration, ils ont perdu un certain nombre d'espaces cultivés, notamment les grandes taraudières irriguées, des espaces qui avaient été cultivés depuis longtemps. Et l'ensemble de ces éléments ont contribué à déstabiliser en fait une horticulture sur brûlis qui avait plus de 1000 ans d'existence sur le territoire. Donc là, on a une déstabilisation de cette gestion traditionnelle des feux. Parallèlement, les feux des friches, les feux pour les gisements miniers n'étaient pas du tout interdits. Il y a eu plusieurs tentatives de l'administration pour réglementer un peu tout ça. Dès 1859, il y a eu un premier arrêté contre les feux et qui s'adressait en particulier aux propriétaires de la colonie et aussi aux indigènes à cette période-là. Mais l'arrêté est assez clair sur le fait que les propriétaires, donc c'était les colons, puisque les Kanaks n'avaient pas de propriété, leur propriété sur les terres n'était pas reconnue. Cet arrêté, en fait, il signale déjà dès 1859 l'usage de ces feux, donc il renforce les récits qui racontent l'usage pour l'élevage, etc. En 1899, il y a eu le régime forestier, qui était en fait le régime forestier de la France métropolitaine, qui a été appliqué par décret à la Nouvelle-Calédonie, mais jamais vraiment mis en œuvre.
Et ce régime était assez léger parce qu'il interdisait les feux, surtout sur les forêts domaniales. Mais les forêts domaniales représentaient une partie du territoire assez restreinte. Enfin, en 1910, il y a eu là un peu une prise de conscience autour de la gestion des forêts et des feux. Et il y a eu une mission qui a été envoyée en 1908 d'experts venant de métropole pour un peu mettre en place un code forestier local. Et ce code forestier, il est étonnant parce qu'en fait, c'est les missionnaires qui sont venus pour faire ça. Ils ont fait une mission en 1908, ils ont parcouru le territoire. Ils ont proposé un projet de loi qui a été soumis à la commission, enfin au conseil du territoire de l'époque. Et le premier projet ne mentionnait pas les feux. Et surtout, il a été beaucoup discuté. Et à ce moment-là, il y avait un projet de créer un service des eaux et forêts en Nouvelle-Calédonie qui réglementerait les feux, mais aussi les coupes, les défriches. Et là, les membres du conseil ont décidé qu'il n'y aurait pas de service forestier parce qu'ils voulaient simplement qu'il n'y ait pas d'agents forestiers pour contrôler tout ce qui se passait en termes de défriche, de coupe et d'usage du feu. Donc là, il y a eu vraiment très clairement, pendant cette période coloniale, plusieurs signaux qui disaient que les feux étaient importants, les défriches aussi, les coupes aussi, donc l'exploitation forestière par extension, mais une volonté très nette de ne pas gérer ces pratiques-là. Donc il y a eu encore des alertes jusqu'au changement du territoire en 1946, mais on peut dire que de 1883, la première mission d'un agent des eaux et forêts jusqu'à 1946, il y a eu plusieurs alertes sur l'importance de ces feux non contrôlés, mais il n'y avait pas de réglementation. Et surtout, il n'y avait pas d'agents assermentés pour gérer ces pratiques et les sanctionner. Donc ce qu'on peut retenir simplement de ce tableau-là, c'est qu'avec la colonisation sont apparues sur la Calédonie de nombreuses pratiques nouvelles, l'élevage, la mine, la chasse aussi, parce que les cerfs ont été introduits au XIXe siècle. C'est une pratique dont on ne parlait pas, mais elle était répandue. Là aussi, les descriptions des personnes qui ont vécu, les récits d'explorateurs, etc., parlent de ces pratiques, mais il n'y avait rien en termes de régulation de chasse. Ces pratiques nouvelles sur un territoire comme la Nouvelle-Calédonie, elles ont entraîné une transformation profonde des paysages qu'on a du mal à mesurer par rapport à l'état de la végétation avant la colonisation et l'état actuel. Et enfin, il y avait une absence totale, mais vraiment totale, de réglementation et de répression des feux, sauf sur les terres kanaks, puisque là, il y avait le régime de l'indigénat qui s'appliquait, qu'il était mis en œuvre à la fois par les gendarmes et par les petits chefs administratifs, mais sachant que ces terres-là étaient très restreintes par rapport à l'ensemble du territoire. Après 1946, il y a eu une réorganisation, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie est devenue un TOM, un territoire d'outre-mer. Et là, un certain nombre de choses ont changé. L'administration territoriale s'est professionnalisée. On a créé enfin un service de l'agriculture, un service de l'élevage, un certain nombre d'autres services également. Et en 1947, on a créé le service des eaux et forêts. Ce service, il a été effectif seulement en 1953. C'est le temps qu'il a fallu pour recruter des agents qui soient localement basés en Nouvelle-Calédonie. Et en 1953, ils étaient 5. Pendant toute cette période qui a suivi la création du service des eaux et forêts, progressivement s'est mis en place un certain nombre de réglementations, notamment des périmètres de protection des eaux, des réserves plus ou moins naturelles, des réserves de faune, et un certain nombre de réglementations sur les défriches, sur les permis temporaires d'exploitation. C'est ce qui permettait de réguler un peu les coupes des exploitations forestières, et les premières réglementations du feu, parce que c'est le service des eaux et forêts qui avait en charge cette question. Mais les incendies, en réalité, ils ont été vraiment encadrés, sanctionnés dans les années 70. En fait, le service forestier, les premières années, ils ont surtout travaillé sur la mise en place d'un reboisement pour reforester l'île, mais un reboisement qui était essentiellement centré sur le développement économique d'essences qui étaient valorisables,
Donc on a choisi notamment le pinus, l'eucalyptus, on a essayé un peu les essences locales, mais c'était assez difficile de développer ces activités. Et dans ce contexte, le feu est devenu un problème, non pas parce qu'il mettait en danger la nature calédonienne, mais parce qu'il mettait en danger les plantations, les reboisements économiques mis en œuvre par les eaux et forêts, et que ça menaçait le patrimoine économique de la Nouvelle-Calédonie. Donc les agents des eaux et forêts se sont mis à verbaliser les feux qu'ils pouvaient constater. Quand ils trouvaient un coupable, ils le verbalisaient. Et c'est à cette période-là qu'ont émergé les toutes premières campagnes de sensibilisation contre le feu. Donc ces campagnes, c'était à la fois une mobilisation des services forestiers et des toutes premières associations environnementales du territoire, notamment l'association pour la sauvegarde de la nature calédonienne. Et donc c'est eux qui ont réalisé les premières affiches, enfin c'est pas vraiment des affiches, il y a l'affiche Le Feu tue, mais ils ont réalisé un certain nombre il y avait beaucoup d'articles dans les journaux locaux pour dire que voilà, les incendies ravagent la Calédonie, que ça entraîne la sécheresse. Mais quand on regarde un peu dans le détail, d'un côté, les associations mettaient en avant le fait que les feux ravageaient l'espace, mais c'était plutôt les feux des reboisements économiques qui posaient problème. Ça a un peu évolué après, au niveau dans les années 80. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une période un peu particulière entre les premières campagnes des années 70 et la création des provinces en 89, c'est qu'il y a eu la montée des revendications indépendantistes, qu'elles se manifestaient notamment par des incendies de reboisement qui étaient opérés par l'administration coloniale et dont la population kanak ne voulait pas, notamment parce que ça prenait de la place sur les terres. Et il y a eu toute une période comme ça, des années 70 à la fin des événements, où il y a eu probablement beaucoup d'incendies qui étaient liés au contexte politique de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, je le signale comme ça, mais c'est des incendies qui étaient très différents de tout ce qu'il y avait pendant la période coloniale, puisqu'ils étaient liés à un contexte politique et qu'ils n'ont pas exactement la même nature, mais ils ont le même effet, en effet, qu'il y a eu encore beaucoup de feux probablement à cette période. À la création des provinces, les campagnes de sensibilisation évoluent un petit peu. Elles changent de ton. Les enjeux se déplacent. On est pendant la construction d'un nouvel équilibre sur le territoire, de nouvelles compétences. Il y a le constat qu'il y a eu ces nombreux incendies pendant les événements, mais il y a aussi toute une génération nouvelle d'associations environnementales qui se créent, qui sont là, non pas des associations... en fait, les associations de l'époque des années 70 étaient plutôt constituées de personnes qui aimaient la nature et qui aimaient se promener dans la nature, qui avaient plutôt un intérêt esthétique et récréatif pour l'environnement, et naturaliste aussi. Là, dans les années 80-90, les associations s'intéressent plus aux pollutions environnementales. Et là, le feu devient plutôt un problème de pollution parce que ça dégrade les sols, ça engrave les rivières et ça se surajoute à finalement tous les effets un peu dévastateurs de la période coloniale, la mine comprise. Mais le feu devient un peu quelque chose de phare sur ces mobilisations environnementales. Et donc on a une nouvelle vague de campagne, notamment lancée par les deux provinces de la Grande Terre, la province sud et la province nord, où on essaye de sensibiliser la population au fait qu'il y a beaucoup de feux et qu'il serait temps d'arrêter pour ne pas griller le pays. Ensuite, on a une troisième vague de campagnes de sensibilisation qui là encore change de ton, notamment parce que disons que le contexte évolue un peu. Au niveau international, on commence à s'intéresser vraiment à l'environnement et à des enjeux de biodiversité. Les associations environnementales se professionnalisent, les réseaux sont plus étendus, ils sont internationaux. Et là encore, on change de ton. On n'est plus vraiment dans le feu est un problème de type pollution. On est plutôt, c'est la valeur vraiment des espaces naturels
qui est mis en danger par ces incendies. Et on a une forte mobilisation des ONG environnementales, notamment le WWF, mais aux côtés des associations locales et d'autres associations internationales. Donc là, il y avait une grosse mobilisation de toutes les ONG. Et il y a eu un événement phare à ce moment-là, c'est l'incendie de la montagne des Sources en 2005-2006, qui a beaucoup secoué le pays par son ampleur et par le désastre que ça montrait. Et les provinces ont lancé une nouvelle campagne, en particulier la province Nord, qui était autour de cette idée que le feu vraiment détruisait le pays et qu'il fallait choisir. Il fallait arrêter de brûler ou conserver un espace naturel. Donc pour résumer un petit peu tout ça, pour comprendre le contexte dans lequel la province a fait la commande qui m'a été demandée, la province a lancé cette campagne parce que voilà, il y avait le feu devenait un problème depuis les années 70, la répression s'est progressivement renforcée. Depuis les années 70, pour plein de raisons, parce que c'était mal, parce que c'était une pollution, parce que ça détruisait l'environnement naturel, on a commencé à se cristalliser une idée que le feu c'était mal et qu'il fallait moraliser son usage. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de ces campagnes, il y a eu un peu la cristallisation d'une idée reçue, c'était que c'était la faute aux écobuages mal maîtrisés. Et on ne savait pas... Enfin, moi, je me suis posé la question de c'est quoi ces écobuages. Mais au-delà des écobuages mal maîtrisés, il y avait aussi un peu une idée que si c'est des écobuages, c'est lié à l'agriculture. Et si c'est lié à l'agriculture, c'est les agriculteurs qui mettent le feu. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont Kanaks. Donc il y avait un peu une idée à la fois floue, pas très précise, qui pointait vers la population kanak comme responsable de ces incendies. Et ça s'est un peu... Voilà, ça a pris forme notamment dans la dernière campagne de la province Nord, puisqu'elle était traduite en plusieurs langues kanak et que le message était vraiment à destination de cette population, du moins en province Nord. Mais finalement, on ne savait pas très bien qu'est-ce qu'il en est en milieu kanak. Donc la province Nord, c'est avec cette demande-là qu'ils ont demandé mon travail, c'est qu'est-ce qui se passe en milieu kanak autour des feux? Est-ce que ça va nous aider à mieux comprendre et à mieux réglementer si on va voir ce qui se passe localement? Donc, bon, là, c'est un peu redondant, mais pour résumer, il y a quand même eu voilà, une forte répression de ces usages, interdiction du feu sous l'indigénat, répression par les eaux et forêts. Il y a eu, par rapport à ces pratiques kanak, ça c'était vraiment le premier constat que je faisais, et il y a eu une recomposition de ces espaces, c'est-à-dire qu'avec la colonisation, il y a eu une transformation totale de l'usage du foncier. Les politiques se sont succédées pour favoriser le développement économique, agricole, l'élevage, la mine, et en particulier pour développer aussi en milieu kanak une insertion au marché. Il y a eu beaucoup d'enjeux environnementaux qui ont été soulevés progressivement depuis les années 70, et tout ça, depuis la période coloniale jusqu'aux années 80, ont transformé progressivement les pratiques. Et il y avait une constante, c'est que les pratiques vivrières étaient par contre très peu prises en compte par les politiques de développement. Donc ça, c'est un peu le constat que j'ai fait au début de mon travail, et c'est avec ces questions-là que je suis allée interroger ce qui se passait localement. Donc là, je vais passer plutôt à la question des pratiques du feu en milieu kanak contemporain. Avant d'entrer dans les résultats de mon travail, je vous explique un petit peu aussi comment moi j'ai construit mon enquête. En allant sur le terrain, en parallèle de mes entretiens, j'ai beaucoup lu toute la littérature qu'il existe en agronomie, en ethnologie, sur les pratiques du feu, et pour essayer un peu de différencier plusieurs pratiques. Et cette littérature, elle met en évidence le fait qu'en fait, il y a une grande diversité des techniques et des usages du feu. Il y a beaucoup de raisons de mettre le feu, et le feu, ça ne se met pas n'importe comment. J'ai fait un travail important sur l'importance des termes, parce que comme je vous ai dit, la province Nord et les campagnes des années
2000, elles étaient centrées sur l'idée de les feux, c'est les écobuages mal maîtrisés. Donc moi, je me suis intéressée à c'est quoi un écobuage et ça veut dire quoi mal maîtrisé. Alors, l'écobuage, en fait, c'est une pratique agricole européenne qui est très simple et très spécifique. Elle consiste à brûler des végétaux, mais pas n'importe comment. On va gratter la couche superficielle de la terre, on la retourne, on la met en tas, on brûle et ensuite on répand les cendres sur les espaces qu'on veut cultiver. Et ça se pratique avec un outil qui s'appelle l'écobu, d'où le terme d'écobuage. Et ce qui m'a frappée, c'est que ce terme est juste impropre à décrire absolument tout ce qui se fait en dehors de l'Europe, puisque on ne pratique jamais le brûlage agricole avec une écobu en tas dans les milieux tropicaux. C'est plutôt le terme de brûlis qui est utilisé. Donc le brûlis, c'est une pratique un peu... c'est une grande famille de pratiques qui consiste à mettre le feu généralement à des herbes qui sont soit coupées, soit sur pied, mais déjà sur la parcelle qu'on va mettre en culture. Le brûlis, donc là c'est vraiment une définition très très large, mais elle s'oppose à l'écobuage parce qu'il n'y a pas de travail de la terre avant, on ne touche pas à la terre avant le brûlage. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que ça s'oppose aussi à un autre terme qui est l'essartage, où là on va vraiment couper des arbres en fait. Donc première chose, il ne faut pas parler d'écobuage, il faut parler de brûlis. La deuxième chose, c'est que le brûlis, à part le brûlis, il y a des grandes catégories de techniques d'usage du feu. Il y a les feux couverts et il y a les feux courants. Les feux couverts, on sait tous faire. C'est un feu de cheminée, c'est un feu de camp, c'est très simple. Mais c'est aussi un feu industriel, par exemple. Le principe du feu courant, c'est qu'on va mettre le feu dans un espace déterminé et on va amener un combustible. On va couper du bois et on va amener le bois. Généralement, avec un feu couvert, il n'y a pas trop de risque de débordement. Le feu courant, c'est une autre technique et qui renvoie à une connaissance encore plus fine du brûlage que le feu couvert, parce que pour le feu couvert, à la limite, on doit avoir une connaissance de comment brûlent les différents bois qu'on utilise. Le feu courant, c'est un feu qu'on lâche et qui va circuler dans l'espace. Et c'est une question importante parce que c'est par rapport à cette notion de maîtrise ou de non-maîtrise. Un feu courant, pour le maîtriser, il faut connaître la végétation, il faut savoir comment elle brûle, il faut connaître la topographie, il faut connaître la météo, il faut savoir à quel moment on va brûler. Est-ce que c'est mieux de brûler quand c'est un peu humide? Est-ce que c'est mieux de brûler quand c'est sec? Est-ce qu'on brûle à la saison sèche du coup, ou à la saison humide, après une pluie ou avant? Est-ce qu'on brûle le matin ou le soir? Enfin bref, c'est très compliqué de maîtriser un feu courant, mais ça renvoie à une connaissance très très fine de son environnement. Au-delà de savoir si c'est un brûlis ou un écobuage, ou savoir si c'est un feu courant ou un feu couvert, on a surtout plein de fonctions. En fait, on peut mettre le feu pour énormément de raisons, qui sont toutes très variées. Là encore, il y a des grandes catégories. On peut faire un feu agricole, par exemple, c'est qu'on veut mettre en culture un espace. Alors, soit on veut le dégager pour mettre à jour l'espace qu'on va cultiver, soit on veut justement que les cendres restent et ça va avoir un certain nombre d'intérêts agronomiques. Mais on peut aussi brûler pour l'élevage, donc pour les activités pastorales, parce qu'on veut éliminer un certain nombre d'espèces qui sont indésirables pour le bétail qu'on veut mettre. Ça dépend si on a des chèvres ou des bœufs, c'est très variable d'une région du monde à une autre. On peut mettre le feu pour la chasse, soit parce qu'on veut favoriser la repousse de certaines herbes qui vont attirer des animaux, soit simplement parce que on veut dégager l'espace pour circuler. Là encore, ça renvoie à qu'est-ce qu'on veut comme espace et comme végétation. Ça peut être artisanal. Il y a des bois, des pailles, des herbes qu'on veut utiliser et qui sont favorisées par le feu. Il y a des espèces forestières, par exemple, qui aiment beaucoup le feu, notamment les pinus. Et puis, il y a tout un tas d'autres raisons qui sont vraiment presque infinies. Il y a les feux accidentels, mais il y a les feux de guerre, j'en ai parlé pour la période coloniale. Il y a les feux de contestation, c'était typiquement les incendies de reboisement pendant la période de la montée des revendications indépendantistes.
Il y a des feux symboliques. En Afrique, il y a des endroits où on brûle des espaces qui sont sacrés pour tout un tas de raisons. Donc avec ces grandes idées, qu'est-ce qu'il en est en milieu kanak? De quoi on parle en fait? Est-ce que c'est des écobuages mal maîtrisés ou est-ce que c'est tout un tas d'autres choses? Donc moi, à partir de mon travail de terrain, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les grandes catégories d'usage du feu que j'ai repérées en milieu kanak. Je n'ai pas fait un travail en anthropologie classique qui consiste à décrire dans la langue toutes les étapes des brûlages. Je me suis plutôt attachée à traduire dans un langage de spécialiste des usages du feu quels sont ces grands usages et à quoi ça renvoie dans les pratiques kanak contemporaines. Donc la première chose, c'est que c'est essentiellement des feux courants qui sont pratiqués, pas des feux couverts. Donc vu que c'est des feux courants, ça veut dire que les gens, quand ils mettent le feu, ils savent quand même bien où ils mettent le feu et pourquoi. La première des fonctions, c'est donc le brûlis, qui est un feu courant à vocation agricole, pour le langage technique. Il a plusieurs termes pour décrire ces feux. En Païti, j'en ai retenu un, c'est le nuche, par exemple. Ces fonctions, ce feu courant pour le brûlis, il se pratique différemment selon les régions. Dans les plaines, en général, on va défricher sur pied les herbes, on va les laisser sur place, on les laisse sécher, puis on met le feu. Et après un certain temps, on va mettre en culture. Parfois, dans les pentes, les techniques sont un peu plus complexes pour maîtriser l'étendue des brûlages. A priori, les brûlis à feu courant en milieu kanak, pendant la période... c'était l'usage principal depuis qu'il y a des populations en Nouvelle-Calédonie, donc depuis à peu près 3500 ans, qu'il y a eu des évolutions tout au long de ces 3500 ans, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. Et l'ensemble horticole kanak, il a à peu près 1000 ans, il a mis 1000 ans à se stabiliser, mais quand les premiers Européens sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, c'était une pratique répandue, c'était la première pratique du feu et qui permettait de faire les chants d'igname en particulier. Et c'était une pratique collective qui consistait à aller à plusieurs brûler le champ. Il y avait quelqu'un qui avait pour fonction de dire à quel moment il fallait brûler. Ensuite, il y a des personnes qui brûlaient en premier, il y avait des rituels qui accompagnaient ces brûlages. Et ils avaient une saison assez étendue, puisqu'ils allaient à peu près des premières des friches avec les prémices des ignames en mars jusqu'à assez tard dans la saison, en septembre, avec une répartition très variable probablement sur l'ensemble de la Grande Terre. Mais on ne mesure pas très bien la saisonnalité de ces feux-là, puisqu'il n'y a pas de description précise avant la période coloniale. Et c'est ce feu-là qui a beaucoup été impacté par les transformations foncières et agricoles de la période coloniale. Avec un certain nombre de conséquences, notamment sur le fait que ces feux se sont individualisés puisqu'ils étaient interdits avec le régime de l'indigénat et qu'ils ont quand même subsisté. Donc elle est toujours utilisée, le feu courant est toujours utilisé aujourd'hui et indispensable à la culture de l'igname en particulier. La deuxième fonction, il y a deux autres fonctions importantes que j'ai retenues, qu'on peut regrouper dans une catégorie qu'on appelle gyrobroyage kanak. Donc ça, c'est un peu une petite blague de certains de mes interlocuteurs qui m'ont expliqué que c'était le gyrobroyage kanak. Alors le gyrobroyage, c'est une technique très savante qui consiste à maintenir un espace ouvert, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que la forêt repousse. Le gyrobroyage, comme l'écobuage, c'est un peu... Je dis que c'est un peu une blague parce que de la même manière que l'écobuage n'est pas adapté pour décrire les usages du feu parce que ça implique l'usage d'une écobue, le gyrobroyage, normalement, ça implique un gyrobroyeur. Bon, il n'y a pas de gyrobroyeur en Nouvelle-Calédonie pour maintenir les espaces ouverts et il n'y a pas non plus d'autres actions mécaniques de type des animaux qui vont brouter, notamment pour la période antérieure à la colonisation, puisqu'il n'y avait pas d'élevage et de mammifères pour avoir cette fonction-là. Donc cette action de gyrobroyage, elle était faite au moyen de feux courants pour deux grands usages. Il y avait les feux à vocation artisanale ou esthétique, qui étaient des feux de savane, et qui consistaient à entretenir des espaces ouverts de type savane pour plusieurs usages, notamment pour la production de paille
mais aussi pour avoir de beaux paysages avec des beaux niaoulis. Et là, il y a une fonction artisanale derrière ces feux-là, puisque la paille et les niaoulis étaient essentiels et indispensables à la construction des cases, par exemple. Donc sans entrer dans une perspective un peu utilitariste, en tout cas, il y avait à la fois le maintien de paysages ouverts pour des questions probablement esthétiques et utilitaires. Et il y a un autre usage du feu qui probablement s'est superposé ou substitué à ces feux de savane, c'est les feux de chasse, qui sont là des feux courants à vocation génétique et qui sont apparus avec la colonisation et l'introduction des cerfs et des cochons. Ça, c'est une pratique qui est très répandue aujourd'hui en milieu kanak et qui a pour fonction principale de nettoyer et rendre propres les espaces qui sont parcourus pour pratiquer la chasse. Ça facilite la circulation, ça facilite la vision, et à côté de ça, il y a un peu une superposition entre le feu de chasse et le feu de savane, puisque souvent dans les discours, les gens expliquent aussi qu'en brûlant, on va faire revenir la paille, etc. Et ces feux courants-là sont très répandus, mais ils renvoient une question très complexe sur la gestion des paysages et sur le fait que ces paysages traditionnels, les grandes savanes à niaouli qui existaient probablement avant la colonisation, sont aujourd'hui beaucoup plus complexes. Il y a moins de paille, il y a plutôt des espèces qu'on appelle envahissantes et qui sont en fait des espèces qu'on a introduites pour l'élevage. Donc il y a un peu un conflit pour savoir qu'est-ce qu'une bonne savane, qu'est-ce qu'un bel espace propre, quel est un espace dans lequel on peut circuler. Donc ça, c'est un enjeu qui cristallise beaucoup de controverses et de questions, mais en tout cas, c'est un usage qui est répandu. Et ces deux usages-là, ces deux grandes catégories de feux, les brûlis pour le champ et le girobroyage dans la brousse, ils ont une spatialisation qui est très spécifique en milieu kanak et qui renvoie un peu à une répartition de l'espace qui est là. Enfin, je ne vais pas détailler beaucoup, mais en gros, l'espace kanak en général, il a 3 gradients, il a trois zones. Il y a un espace qu'on appelle plutôt socialisé, qui est l'espace du cœur de la tribu, ou des espaces habités, qui sont composés des habitations et des champs. Et c'est là que se pratique principalement le brûlis. Il y a un espace qu'on appelle intermédiaire, où les hommes circulent, mais aussi les esprits, les ancêtres, un certain nombre de forces surnaturelles, qui sont des espaces qu'on fréquente couramment. On n'est pas au quotidien, on n'est pas tous les jours, on n'est pas tout le temps, mais on y va souvent. C'est là que se situent les zones de chasse aujourd'hui, mais aussi les zones de pêche et de cueillette. C'est là que se situent les savanes, que se situent les espaces intermédiaires. Et il y a un troisième espace qui est l'extension, qui est généralement plus loin des espaces où il y a les habitations, les champs et les activités vivrières. Ce sont les espaces non socialisés. C'est le domaine des êtres surnaturels, des esprits, des ancêtres aussi, quand ce sont des anciens habitats qui sont recouverts de forêts. Et là, ce sont des espaces où il y a des sites sacrés, etc. Donc là encore, un super joli schéma de mon collègue Jean-Jérôme Cassan, qui permet un peu de voir un peu cette spatialisation des feux. Donc il y a l'espace domestique, là on voit bien les habitations, les champs. Il y a l'espace intermédiaire où se pratiquent les feux, l'espace intermédiaire et l'espace étendu. Donc dans l'espace domestique, on trouve les feux couverts de la culture kanak, c'est-à-dire le feu pour manger, dans la case aussi, le feu dans la case. Il y a les brûlis pour les champs. Et dans l'espace intermédiaire, on a les feux de brousse, donc c'est-à-dire les feux de savane, les feux de chasse. Et dans l'espace étendu, il y a la forêt. Et là, en général, c'est l'espace où on ne va pas brûler, surtout pas. Par contre, il y a aujourd'hui des grosses problématiques sur cet espace-là. Il faut savoir que ce schéma, il est encore opérant il est toujours opérant aujourd'hui dans les tribus, en tout cas dans celles où j'ai enquêté. Mais avec une spécificité, c'est que ces espaces-là, ils sont complètement sédentaires aujourd'hui.
À la période précoloniale, ces espaces pouvaient bouger, c'est-à-dire que régulièrement, les habitations pouvaient s'éloigner, on ouvrait des nouveaux espaces de champs et les anciens sites d'habitat étaient laissés à l'abandon et la forêt repoussée. Il y avait une certaine itinérance sur des temps longs, plutôt des générations. Depuis la période coloniale et la mise en réserve des Kanaks, cet espace est devenu fixe, mais on a toujours ce gradient entre l'espace domestique, l'espace intermédiaire et l'espace éloigné. Et c'est là qu'un certain nombre de feux posent problème. C'est que finalement les espaces qui ont lieu dans ces zones intermédiaires, et ben, à quel point est-ce que le brûlage impacte ces espaces ou pas, ce sont des questions qui sont tout à fait ouvertes. Ce que moi j'ai recueilli, c'est que les gens utilisent le feu parce qu'ils en ont besoin, c'est le support de leurs activités vivrières, mais c'est là que se cristallisent tous les enjeux environnementaux aussi. Et en particulier sur cette zone frontière entre l'espace intermédiaire et les zones qui normalement ne brûlent pas et ne devraient pas brûler. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans la complexité de ces territorialisations du feu, de ces usages contemporains, sur les controverses que ça peut susciter, en allant voir dans le détail ce qui s'est passé dans les 3 localités où j'ai enquêté. Donc comme je vous ai dit au départ, on les a choisis, ces tribus-là, parce que ça brûlait beaucoup et parce qu'il y avait des actions de sensibilisation particulières qui étaient mises en place. La première de ces tribus, c'est la tribu de Guapin, qui est située au pied de la Houpinier. Donc la Houpinier, c'est une forêt très importante avec une forêt dense humide avec beaucoup d'essences endémiques. Et cette forêt, elle est en danger, elle cristallise beaucoup d'inquiétudes. Et c'est pour empêcher un peu toutes ces mises à feu, il y a eu des projets qui ont été mis en place pour restaurer la forêt, avec des chantiers de reboisement en essences endémiques qui ont été mis en place par le WWF notamment, et avec le soutien de la province Nord. Donc là, on est en plein dans les enjeux de conservation. Donc pendant longtemps, le reboisement a été beaucoup utilisé pour essayer de sensibiliser la population. Et là, c'est un projet novateur qui a été mis en place, puisque c'est des essences endémiques qui ont été plantées, qui ont été cultivées et plantées. Et l'idée, c'était qu'avec ces reboisements, on allait sensibiliser la population au danger du feu. Ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'en fait, quand on regarde le temps long avec le fait que les feux ont été interdits pendant longtemps, que la population est restée à cet endroit-là, la réserve de Guapin a été créée en 1901, donc depuis un siècle, la population elle est dans cette tribu. Elle continue à pratiquer la chasse et l'agriculture sur brûlis. Et en fait, il y a un peu une contradiction, en tout cas, il y a une contradiction entre les actions qui sont mises et le fait que les gens continuent à brûler beaucoup. C'est-à-dire que finalement, ce que j'ai constaté, c'est que les gens se sont beaucoup mobilisés pour mettre en place les chantiers de reboisement, mais que pour autant, ça n'a pas empêché les mises à feu. Les gens à Guapin continuent à utiliser le feu pour les champs et il y a une absence, pour la chasse. Mais d'une certaine manière, le projet passe à côté des enjeux vivriers de la tribu. C'est-à-dire que finalement, les projets coexistent. Il y a la reforestation, mais il y a toujours ces autres pratiques, parce que tout simplement, les gens ont besoin de ces espaces-là. Donc moi, j'ai noté une première contradiction sur le site de Guapin. Sur le site de Bopop, c'est un peu la même chose, sauf que là, on n'est pas avec un massif naturel avec de la forêt dense humide. On a un projet forestier, c'était le reboisement des Pinus. Et là, le plateau de Pinus, le plateau de Tango, brûle beaucoup. Et ça pose problème à la province, puisque les agents forestiers sont gestionnaires du massif, et que si le massif brûle, ça met en péril l'exploitation forestière qui a été mise en place, notamment depuis 2015, le projet a été relancé.
Donc avant 2015, la province Nord a là aussi mis des actions de sensibilisation autour du feu en essayant d'inciter la population à reboiser les sites. Donc en fait, là, la province s'est confrontée à la population de Bopop qui, elle, ne voulait pas du tout entendre parler du pinus, qui en avait marre, et surtout, les pinus envahissaient les terres de la tribu. Donc la province a essayé d'appuyer cette gestion des pinus en subventionnant la coupe des pinus sur les terres de la tribu. Et ils ont aussi incité la population à reboiser avec des essences endémiques, ou en tout cas en leur disant « Ok, bah, si on coupe les pinus, et si vous reboisez, ou même si vous ne reboisez pas, il faut arrêter les feux. » Le problème, c'est que là encore, en fait, les espaces qui brûlent, ce sont les espaces de chasse et les espaces de champs. Et donc, finalement, les actions de sensibilisation autour de la coupe du pinus passent à côté des enjeux, des usages vivriers de l'espace. Et à la tribu de Tiwaé, pareil, il y a beaucoup d'enjeux de conservation qui se cristallisent avec le massif des Lèvres. Là, on est moins sur une sensibilisation autour de la forêt, mais plutôt sur la protection des oiseaux, parce qu'il y avait un périmètre de conservation des oiseaux. Et les actions de sensibilisation aussi se sont centrées sur le fait d'essayer d'arrêter les incendies. Mais finalement, là, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé, c'est que le projet passait à côté des usages vivriers, mais les agents de la Société calédonienne d'ornithologie qui intervenaient sur le site se sont dit « Ok, mais en fait, les gens utilisent le feu pour la chasse » et ils ont essayé de comprendre un petit peu pourquoi. Et là, ils se sont rendus compte que en fait, le feu était lié à une grosse pression des cochons sur les champs. Et du coup, ils ont essayé un peu de réfléchir localement à qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et voilà, le constat des 3 études de cas, c'est que malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les actions de conservation qui sont mises en place, en fait, ces actions passent à côté des usages et finalement manquent leur but, c'est-à-dire qu'elles n'empêchent pas les mises à feu. Et tout simplement parce qu'en fait, les gens vivent de la chasse et vivent de l'agriculture. Donc ce qui s'est passé sur les 3 sites, c'est que en fait, les usages du feu sont clandestins. Et ça, c'est un peu la conclusion de mon travail, c'est que il y a eu une intériorisation forte de l'interdit du feu. Elle était interdite pendant la période coloniale. L'usage du feu a été réprimé depuis les années 70 et il est toujours sanctionné par le Code de l'environnement. Et surtout, en fait, c'est une pratique qui est méconnue, voire méprisée par les acteurs de l'environnement, ce qui fait que les actions qui sont mises en place, plutôt que de susciter un débat autour des usages en rentrant vraiment dans pourquoi les gens font les champs, comment ils pourraient faire les champs, comment on peut accompagner les brûlis, et de la même manière, pourquoi les gens mettent le feu pour la chasse et comment on pourrait accompagner la chasse, finalement, ils essayent de mettre en place des actions qui passent à côté de ces usages vivriers, d'où cette contradiction de la coexistence entre des projets qui fonctionnent très bien par ailleurs, mais une persistance des usages du feu. Et ça a une conséquence assez pratique, c'est que du coup, les auteurs de feu dissimulent leurs pratiques. C'est-à-dire que moi, pendant les 4 ans où j'ai enquêté, j'ai eu vraiment du mal à faire parler les gens. Donc, comme vous voyez, j'ai quand même réussi à les faire parler, puisqu'ils ont beaucoup décrit leurs pratiques, mais quand même, personne n'ose avouer à voix haute que le feu est une pratique qu'ils utilisent. Donc l'idée, c'est de dire que en fait, c'est un usage qui est nécessaire. Donc nécessaire, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que les brûlages sont toujours maîtrisés, mais par contre, c'est une réalité qui est là. Les gens utilisent le feu pour les champs, ils utilisent le feu pour entretenir leurs espaces et pour pratiquer la chasse. Donc les conclusions un peu de ce travail, c'est que maintenant, il va falloir ouvrir des espaces de discussion sur ces usages du feu. Et non pas de vouloir à tout prix faire arrêter les feux en faisant un certain nombre d'actions, mais qui passent à côté des usages vivriers, mais vraiment de reconnaître qu'il y a des savoirs et des usages, qu'ils ont un potentiel intérêt pour améliorer la gestion des feux de brousse, notamment pour vraiment rentrer dans le vif du sujet sur la maîtrise. Il y a une revalorisation des savoirs locaux, parce que finalement,
dire que le feu c'est mal et qu'il faut que les gens arrêtent, c'est passer à côté de leur connaissance de leur milieu et de leurs propres problématiques, et notamment le fait qu'ils maîtrisent l'agriculture. Au-delà de l'usage du feu, l'agriculture vivrière kanak est importante, elle a un poids économique important, elle est indispensable aujourd'hui pour que les gens puissent vivre en tribu. Et enfin, au-delà des 3 cas que j'ai analysés et des usages en milieu kanak, finalement on a cristallisé le regard sur ces usages-là et sur le fait que les gens mettaient le feu, mais on s'est interdit de penser les autres usages qui pouvaient exister, et notamment qu'est-ce qu'il en a été des feux de pâturage sur la côte ouest, quels sont les usages en dehors des tribus aujourd'hui, et qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura probablement beaucoup à creuser en dehors des terrains kanak. Donc voilà un peu pour les résultats de ce travail. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment, je ne suis pas là pour dire que ce que font les gens là où j'ai enquêté, c'est totalement maîtrisé et que c'est totalement bien. Ce qui ressort en fait de ces usages de la chasse, c'est que le problème des gens, c'est pas le feu, c'est les espaces qui les environnent. Et que là, il y a un gros problème sur qu'est-ce que c'est que ces espaces, pourquoi ça gêne les gens et qu'est-ce que les institutions peuvent faire. Ce qui renvoie à beaucoup de questions sur finalement quels sont les leviers, au-delà des campagnes de sensibilisation et des actions de type reboisement, quels sont les leviers pour que ces usages soient à la fois reconnus mais aussi mieux maîtrisés. Et donc voilà, maintenant on va ouvrir peut-être l'espace de discussion. C'est vraiment l'objectif, c'est d'ouvrir le débat. Voilà. Merci à vous.